Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le salon Digital Learning. Ici, nous parlons évidemment de digital, mais surtout de formation. Je suis avec François Boquet, on va parler de formation présentielle. Voilà, une fois n'est pas coutume, on va parler uniquement de formation présentielle. Et vous allez comprendre pourquoi. François Boquet, vous êtes un activiste depuis de nombreuses années dans le domaine de la formation, en présentiel essentiellement. Vous travaillez en France et au Canada. Vous dirigez une équipe d'une quarantaine de personnes ici en France, à peu près. Le siège est à Hérissi, donc vers Fontainebleau. Vous avez des bureaux Gare de Lyon. Et vous allez un petit peu nous expliquer votre axe de travail dans la formation, que ce soit en France ou au Canada. On commence par la France peut-être. On commence par la France, absolument. Enfin, vous dites qu'on fait uniquement des ateliers présentiels, des formations présentielles, mais en réalité, ce ne sont pas vraiment des formations. Ce sont plutôt ce qu'on pourrait appeler des ateliers augmentés, c'est-à-dire des lieux où on vit des expériences concrètes qui ensuite pourront être enrichies par le digital ou préparées par le digital. Mais disons que c'est vraiment, si les gens viennent, c'est pour vivre une expérience du vécu parce qu'on ne retient que ce qu'on a vécu. Donc on est au-delà de la formation, on est dans un partage, dans un vécu, dans un partage d'expérience, de ressenti. L'Institut François Boquet, donc c'est le nom de votre organisme en France. Le site internet www.performance.fr, performance au pluriel.fr. C'est donc un centre de formation qui est basé sur la relation, c'est ça? Essentiellement la relation. Absolument. Ça, c'est notre pari de départ. En fait, nous sommes une ancienne start-up qui a été créée donc en 1986. Ouais. Et dès le départ, le pari, ça a été de tout miser sur la relation entre les personnes. On s'est dit, avec les nouvelles technologies, avec le développement de l'informatique et plus tard d'Internet, etc., eh bien, toutes les transmissions d'informations vont être automatisées. Il va donc y avoir un coût qui va tendre vers zéro. Et la valeur ajoutée qui va surnager, qui va survivre, c'est tout ce qui se passe au niveau de la relation. Si vous prenez l'exemple, par exemple, d'une banque ou bien d'une compagnie de téléphone, c'est la même antenne, le même argent qui est vendu par la banque ou par la compagnie de téléphone, mais la valeur ajoutée se fait sur la relation personnelle. Et au clair, nous allons vers une économie, nous sommes dans une économie relationnelle, où si vous êtes un client important, vous avez un conseiller privé. Si vous êtes un petit client, vous allez sur le site. Et si vous avez un moyen client, vous allez dans une agence. On est clairement dans une économie relationnelle. Ce que vous dites et ce qui est très intéressant, je reprends un petit peu le micro comme ça on m'entendra mieux, c'est que l'information finalement, tout le monde y a accès de plus en plus, elle est gratuite. Par contre, la relation et l'intelligence relationnelle, ça s'apprend. C'est là où il y a de la valeur ajoutée pour l'entreprise à créer. La richesse d'une entreprise aujourd'hui, c'est sa capacité à tisser des liens personnalisés avec des individus uniques et singuliers. Alors justement, j'aurais parlé de cette notion de singularité et d'unicité de l'individu. C'est ce que vous appelez la pédagogie différentielle, c'est-à-dire que vous adaptez votre pédagogie en fonction de l'individualité. Comment ça se passe concrètement? On fait des tests de personnalité au départ? Alors, nous avons un outil exclusif qui s'appelle Performance Talent, qui est une plateforme qui est capable de comprendre ce qu'un collaborateur a d'unique, mais sur différents plans. Aussi bien sur le plan, par exemple, de ses besoins, le caractère, que sur le plan de ses comportements, que sur le plan de son style d'apprentissage, sur la façon dont il apprend, il se développe. Et quand nous donnons une formation, que nous recevons quelqu'un dans un atelier enrichi, dans un atelier augmenté, eh bien, on ne va jamais lui donner du prêt-à-porter. Ce sera toujours du sur-mesure. Si vous appelez par exemple Donald Trump et que vous suivez une formation sur l'affirmation de soi, on va vous apprendre à vous affirmer davantage, mais au contraire, on vous apprendra la position basse. La modération. La modération, l'humilité, la position basse, au moins pour un quart d'heure. Parce que c'est de ça dont vous avez besoin pour vous acquitter de votre mission. Donc, si on réussit à apprendre à Donald Trump à être en position basse pendant quelques minutes, effectivement, ça pourrait changer la face des choses. Il y a un autre positionnement qui est particulier chez vous, c'est que vous ne cherchez pas forcément à agir à Paris intramuros. Vous avez plutôt une action interprovince, c'est ça votre positionnement? C'est ça. En fait, la grande originalité de l'Institut depuis 1986, c'est d'avoir tout misé sur l'inter en province, à Paris bien sûr, mais aussi en province, depuis notre origine en 1986. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est nul à Paris sur la relation et qu'on est meilleur en province? Non, ça veut dire que vous avez beaucoup de personnes en région qui ont besoin de se former et qui ne peuvent pas forcément venir à Paris et qui sont aussi dans une logique, dans une culture différente. Les problématiques PME province, c'est souvent des problématiques où l'affectif se mêle au professionnel, où il y a des confusions de rôles et c'est une logique où la dimension personnelle
occupe une importance particulièrement importante. Donc une vraie dimension humaine, une vraie dimension personnelle qui est forcément prise en compte, et c'est là-dessus aussi que vous travaillez. Vous m'avez parlé en préparant l'interview de morphocaractérologie, comprendre le caractère de quelqu'un au-delà de la première apparence qu'on va voir, c'est-à-dire apprendre à lire finalement à travers la morphologie de quelqu'un qui il est, c'est ça ? Alors effectivement, ça c'était notre produit initial. Quand l'Institut a démarré dans les années 1980, pendant 4 ou 5 ans, nous n'avions qu'un seul produit au catalogue, c'était Initiation à la morphocaractérologie. Alors attention, ça ne veut pas dire que dans un visage, vous pouvez tout voir, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir dans un visage, mais il demeure que dans la constitution de quelqu'un, dans son tempérament, il y a des constants, des invariants, qu'il est très important de prendre en considération pour motiver la personne, pour développer son sentiment d'appartenance et se l'attacher durablement. Et certains de ces traits de constitutionnels peuvent s'exprimer parfois dans l'apparence extérieure. C'est-à-dire que là, simplement, si je comprends bien, en me regardant, sans me connaître, vous pouvez me dire, tiens, j'ai plutôt telle façon de fonctionner ou telle autre. Vous arrivez à me lire, entre guillemets. Il y a 2-3 choses qui sont évidentes, comme par exemple l'ouverture, l'indépendance, mais qui ne sont pas des compétences, mais uniquement des besoins non négociables. C'est-à-dire que si la vie que vous menez, le travail que vous faites ne respecte pas votre indépendance et ne respecte pas votre besoin constant d'ouverture et de renouvellement... Là, vous parlez de moi directement par rapport à ce que vous avez vu. On parle de l'intervieweur. Bon, vous ne resterez pas durablement ou vous mourrez intérieurement, parce que ce besoin il est en vous, il est non négociable. Il est fort, il est très fort. Juste en me regardant, il réussit à lire des choses. Donc ensuite, une fois que vous avez compris les individualités, les identités différentes, vous avez une approche du coup du management en fonction de la singularité. Par exemple, vous allez aider une équipe à travailler en fonction de la singularité de chaque individu et à s'organiser en fonction de ça, c'est ça ? Exactement. Nous sommes absolument convaincus que le siècle qui s'ouvre là sera le siècle de la singularité. Il y a 20 ou 30 ans, vous aviez un management de masse, comme vous avez une éducation de masse, une consommation de masse, une production de masse, une médecine de masse. Clairement, aujourd'hui, on rentre dans une civilisation où la puissance de calcul permet de faire de la médecine à la carte, de l'éducation à la carte, du marketing à la carte, du management à la carte, de la consommation à la carte. Nous rentrons dans un monde où chaque individu, à lui tout seul, devient en quelque sorte à la fois une mini-unité de production, un micro-marché, un micro-média, un micro-message, une mini-banque, une mini-centrale à produire de l'énergie. Aujourd'hui, on a les moyens de traiter l'unicité. La valeur ajoutée aujourd'hui réside dans la capacité des entreprises à cibler et à répondre à ces besoins singuliers des individus. Donc si je résume, il y a 20 ou 30 ans, on nous apprenait à devenir, je ne sais pas, par exemple des leaders, des piliers, des winners ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, au contraire, on va plutôt aller chercher chez chacun sa singularité pour qu'il se développe et sa différence. Sa différence. On a les moyens de le faire. Avant, ça aurait été souhaitable de le faire. On n'avait pas les moyens technologiques. Aujourd'hui, avec les imprimantes 3D, avec la puissance de calcul et avec les réseaux sociaux, on peut traiter l'individu dans ce qu'il a d'unique. Et c'est pareil pour les collaborateurs. Si vous voulez conserver à une époque où la loyauté se perd, où le sentiment d'appartenance diminue, si vous voulez garder une collaboration au fil des années, il n'y a pas d'autre moyen que celle de comprendre et de respecter la singularité de chacun de vos collaborateurs. Donc ensuite, l'axe de vos formations, c'est aussi d'apprendre aux équipes à communiquer en fonction des différences de chacun. Absolument, c'est ce que nous appelons la communication différentielle. Si vous préférez ce que nous appelions il y a 30 ans la morphocaractérologie, parce que c'était à la mode à l'époque, aujourd'hui il faudrait plutôt la rebaptiser communication différentielle, pédagogie différentielle, management de la singularité ou comment orchestrer la singularité de ses collaborateurs. Alors petite précision aussi que j'aurais pu aussi citer en intro, vous avez écrit 6 livres. Le premier c'était Découvrir la face cachée de votre personnalité. Il y a eu ensuite L'art de prendre son temps et d'en faire perdre aux autres. Il y a eu plein de choses dans l'art. Il y a eu l'art de perdre son temps et d'en faire perdre aux autres. L'art de démotiver ses collaborateurs et de saboter son entreprise. L'art d'être odieux, de se faire des tas d'ennemis et de saboter sa vie de couple. Il y a eu aussi un dictionnaire des mots en voie de disparition sur tous les concepts qui disparaissent dans la société d'aujourd'hui. Et le dernier en date s'appelle Les chemins de la singularité, qu'on peut trouver sur mon profil LinkedIn où il est gratuitement en accès sous forme de chapitre. Et qui explique en gros cette nouvelle civilisation économique, sociale et politique qui apparaît sous nos yeux. Tous ces livres sont en lecture
sur e-book ou sur Amazon. Donc en lecture sur e-book ou sur Amazon, le dernier, donc les chemins de la singularité. J'ai avec moi quelqu'un effectivement de bien singulier. Votre action en France, elle est très claire. Votre action au Canada aussi, c'est évidemment le même axe. Alors, le Canada, c'est complémentaire. Au Canada, nous avons mis en place une structure qui apporte des certifications comportementales. C'est-à-dire que, vous voyez, la clé de la réussite dans la vie professionnelle, c'est moins tant une histoire de connaissance qu'une histoire de comportement. Or, en France, nous avons un système éducatif et corporatif qui fait qu'on ne prend pas tellement en compte la dimension comportementale. On s'attache beaucoup aux compétences, au savoir, alors que la clé de la réussite, elle est dans les comportements clés, quoi. Alors, au Canada, nous avons mis en place un système de normes qui permet de qualifier un individu sur la maîtrise de comportements clés, de comportements de réussite. Par exemple, la capacité de l'individu à créer le contact avec le premier venu, à tisser des liens de fidélité, à conserver ses alliés, à savoir faire partager son enthousiasme, à ne pas décevoir. Et ces normes qui sont mises en place au Canada nous ont permis en France de mettre en place des parcours certifiants qui se terminent par des journées de certification comportementale authentifiées et validées par le Canada et qui nous ont permis d'ailleurs d'obtenir des formations CPF comme le parcours certifiant les compétences managériales qui est un parcours de 6 jours entièrement orienté comportemental et éligible au CPF. Donc si je reviens encore il y a quelques années, on pouvait avoir tendance, et puis on va terminer là-dessus, à choisir quelqu'un en fonction de sa performance. Aujourd'hui, on va plutôt choisir quelqu'un, on va plutôt s'orienter en fonction de son comportement, puisque son comportement est susceptible d'être en mouvement et d'évoluer. Merci beaucoup François pour tous ces éclairages. Vous voulez dire un petit mot peut-être à nos amis avant de nous quitter pour 2018, vos vœux, vos souhaits, votre vision? Il faut aller jusqu'au bout de ce que l'on est, en toute chose, si l'on veut donner le meilleur je pense que le mot-clé, c'est oser être soi. Ce que les autres n'aiment pas en vous, cultivez-le parce que c'est vraiment vous. Votre singularité est précieuse, osez être vous-même. Ça s'apprend, évidemment. Il y a des formations qui nous aident pour ça. Merci beaucoup François et à très bientôt les amis pour de prochaines interviews originales, décalées et singulières, celles-ci, on peut le dire. Merci beaucoup.